Élection à la Fédération burkinabé de football. Le club des 5 monte au créneau avec des récriminations et une plateforme revendicative. Pendant ce temps, un des leurs, Amadou Traoré, explicite son programme de campagne articulé autour d'une action vitale. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous sommes dans un tournant majeur de la compétition, la période de dépôt des candidature et on remonte le temps dans cette intégrale foot pour revivre la CAN 2015, une CAN où les étalons ont connu une difficulté, une CAN cauchemardesque. Donc après leur titre, 2 ans après leur titre de vice-champion à Nelspruit, nous revivrons ces temps forts avec Jean-Modeste Ouedraogo qui a été témoin privilégié de cette aventure-là en terre équato-guinéenne. Jean-Modeste Ouedraogo, bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau. Merci. Également pour nous entretenir dans cette émission, un monsieur qu'on ne présente plus, Bassourou Sorgo, journaliste sportif à Radio Légende. Sorgo, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Intégral Foot. Mesdames et messieurs, amis sportifs, il est 21h à Matroukou et à Abidjan et c'est l'heure d'Intégral Foot sur la RTB. Nous sommes bien installés et je l'espère également pour vous, amis sportifs, Bassourou Sorgo, Jean-Modeste Ouedraogo. 22 fédérations sportives sur la trentaine que compte le Burkina ont renouvelé les ligues ce week-end. Nous allons en parler avec vous justement dans Actu Sport, c'est vendredi. Effectivement, vendredi à partir des 21h. Voilà, donc pour les fédérations sportives. Mais en attendant, nous sommes dans Intégral Foot, une émission 100% football d'élite. Et c'est parti avec la rubrique Face au foot. L'actualité du Face au foot, c'est la déclaration des 5 candidats à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Bertrand Kaboré, Laurent Blaise Kaboré, Amadou Traoré, Maurice Sanou et Abdul Karim Baguian, alias Lota, ont rencontré la presse ce matin à Ouagadougou. Dans leur déclaration conjointe, ils dénoncent un certain nombre d'agissements et présentent 3 points de revendication. Souleymane Sanou et Mahamadi Ouena pour plus de détails. La suspension du bureau exécutif de la fédération et la disqualification de la commission électorale. C'est l'information majeure qui ressort de cette conférence de presse des 5 candidats. Bertrand Kaboré, Maurice Sanou, Amadou Traoré, Laurent Blaise Kaboré et Abdul Karim Baguian dit Lota. Nous, candidats déclarés à la présidence de la FBF 2020-2024, réclamons la suspension du comité exécutif de la FBF pour immixtion, corruption, abus et utilisation des moyens de la FBF à des fins non statutaires. Réclamons la disqualification de la commission électorale pour abus de position et trafic d'influence. Une demande motivée par un certain nombre de griefs à l'encontre du président sortant de la Fédération burkinabé de football. Le groupe des 5 dénonce une immixtion du président sortant dans le processus et l'irrégularité de la commission électorale. La prise de position indue, c'est-à-dire en tant que président de la Fédération burkinabé de football en faveur de M. Lazare Bansé, tout laisse croire que la candidature a été suscitée par le président sortant de la FBF. La convocation partielle du corps électoral pour signer une pétition en faveur de M. Bansé Lazare le 26 juin 2020 à Koudgou, avec l'utilisation illégale du logo de la FBF, l'utilisation des moyens de la FBF pour organiser des rencontres non statutaires de la structure. L'établissement par le secrétariat général de la FBF d'un programme officiel de rencontres régionales du corps électoral par la commission électorale, etc. Ces actions commises par le comité exécutif de la FBF et par la commission électorale violent nos textes en ce qu'elles constituent
une immixtion dans le processus électoral, un abus de pouvoir et un abus d'autorité par le fait d'outrepasser leurs prérogatives. Des allégations qui ont suscité la curiosité de nombreux journalistes venus assister à la conférence. Au cas où leur requête de voir la suspension du comité exécutif et de la commission électorale n'aboutirait pas, les 5 candidats affirment qu'ils feront recours à tous les moyens légaux pour une élection saine et transparente. Combien est-ce que dans une course de 100 km, vous voulez qu'on prenne un athlète, on parle de poser à 20 km d'arrivée, on demande le deuxième athlète là de pouvoir le dévancer. Nous ne sommes pas des présentaires, nous ne sommes pas venus pour amuser la galerie, ni se faire de la popularité. Déjà, des instances comme la CAF et la FIFA sont ampliataires de la déclaration liminaire de cette conférence. Avant cela, le staff du candidat Amadou Traoré avait saisi la FIFA sur l'irrégularité de la commission électorale. J'ai saisi la FIFA pour dire que cette commission électorale n'a pas été mise en place conformément à la réglementation au niveau de la FIFA. Il est clair et net qu'on dit que ces membres doivent être élus et qu'il doit avoir appel à candidature. Il se trouve qu'ils ont été désignés à l'Assemblée générale. La date limite du dépôt des dossiers de candidature, c'est le 22 juillet 2020, soit dans 3 jours. S'achemine-t-on vers une crise préélectorale dans le football burkinabé? Attendons de voir. La question reste entière. Alors, des griefs contre le comité exécutif et la commission électorale, quand on regarde le club des 5, Bassirou Sorgho, est-ce un aveu d'impuissance ou une stratégie de lutte? On peut penser aux deux. C'est-à-dire qu'en même temps que c'est une stratégie, on peut penser aussi dans un certain... Parce que quand on écoute le club, si je peux m'exprimer ici, des 5, il parle beaucoup plus à travers ce qu'ils disent, on voit un problème au niveau surtout des parrainages. J'ai cru comprendre que quand on répète la rencontre du 26 juin du côté de Koudgou, avec les 10 ligues, je pense que c'est ça qui fait actuellement des gorges chaudes, à tel enseigne que si on s'en tient à là, certains candidats ne pourront pas être véritablement candidats pour le 22 août à Bobo. Ils n'auront pas les parrainages, il faut le dire objectivement, puisque apparemment, quand on les écoute, les ligues semblent être d'un côté et naturellement, beaucoup de candidats pourraient ne pas avoir ce parrainage-là pour se présenter. Qu'à cela ne tienne, je comprends bien que tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que la conséquence de la pierre posée l'année dernière lors de l'Assemblée générale. C'est-à-dire, dès lors qu'on a fait cette Assemblée générale avec un nouveau code électoral, naturellement, c'est une action qui a posé et qui voit sa réaction cette année. Donc, naturellement... Mais une Assemblée générale, tout le monde y est. Oui, il faut dire que tout le monde y est, mais tout le monde n'a pas la même lecture des choses au moment où ça se passe. C'est-à-dire que vous savez que le péché est toujours originel. Lorsqu'on pose quelque chose, un acte, la conséquence n'est pas immédiate. C'est après qu'on se rend compte des problèmes posés par les actions posées auparavant. Et c'est ce qui est en train d'être vu en ce moment-ci avec certains candidats qui voient maintenant l'importance véritablement de ce code électoral avec cette histoire de parrainage. Sinon, auparavant, je ne pense pas que les uns et les autres avaient vu ça venir. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, parlons des revendications, notamment la disqualification de la commission électorale, du bureau exécutif et aussi l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire dans les meilleurs délais. Est-ce que cela peut prospérer? Non, pour moi, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer parce que, d'abord, ce qu'ils revendiquent, vous savez que nous étions à la conférence de presse. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons cherché à savoir, Jérôme, s'il y a des preuves tangibles. Parce que quand vous accusez quelqu'un, il faut que vous ayez des preuves.
Et à ce niveau, on nous a rétorqué qu'il faut que nous puissions aller à la recherche de l'information. Il faut qu'on parte chercher les preuves nous-mêmes parce que nous sommes tous au Burkina, nous ne sommes pas ailleurs. Alors pour moi, cette façon de faire là, c'est juste une stratégie. Alors, et si ce qu'on reproche à la Fédération burkinabé de football est réel, si c'est avéré, je pense qu'au niveau de la fédération aussi, il va falloir essayer de faire en sorte qu'il y ait des élections propres, des élections vraiment démocratiques et que chaque candidat, parce que là aussi, il faut dire qu'il y a des règles, comme Bachir l'a dit, il y a des règles qui ont été, en tout cas, décidées lors de l'AG d'août 2019. Et je pense que ce sont ces règles-là, ce sont ces conditions-là qui prévalent. Et aujourd'hui, pendant que le processus est lancé, je ne vois pas comment on peut changer les règles du jeu. Maintenant, s'il y a d'autres, en tout cas, pratiques qui sont avérées, je pense qu'il va falloir que la fédération et la commission, en tout cas ceux qui sont chargés d'organiser les élections-là, devraient faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de choses, ce genre de manipulation, afin qu'on ait une élection vraiment crédible le 22 août prochain. Alors, Bassirou Sangou, parlons même de l'esprit de ce G5-là, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce qu'on s'achemine vers une coalition, vers une candidature unique? Tout est possible à l'heure actuelle. Quand on écoute, on sait très bien qu'en ce moment-ci, pour ce qui concerne le renouvellement de la tête de la Fédération burkinabé de football, il y a 6 candidats, il y a 5 qui se parlent et il y a un qui est en solitaire. Il faudra voir les choses comme ça. Et je pense que les 5 se parlent et le 6e évolue en solitaire. Quand c'est ainsi, je pense que tout est possible en termes de coalition. Mais comme ils ont dit qu'ils iront jusqu'au bout. Maintenant, le jusqu'au boutisme, c'est jusqu'où on pourra lire cela. Parce que quand on écoute Amadou Traoré a déjà saisi individuellement, il dit qu'il a saisi déjà la FIFA. Et je crois que cette saisine, il ne l'a pas saisie de son propre chef sans ses conseillers juridiques. Je pense que c'est là. Alors, parce que vous savez craindre oui, un blocage même du processus électoral. Tout est possible parce que vous savez que généralement, lorsqu'on parle avec le droit, tout est possible. Et généralement, lorsqu'on commence avec le droit, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra finir. Jean-Modeste, dans cette éventualité-là, est-ce que ce n'est pas une crise qui est en train de se dessiner? Bien sûr que c'est une crise. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé lors de la conférence de presse de se prononcer là-dessus, on leur a demandé si jamais leur revendication n'a pas un écho favorable, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont boycotter les élections? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit non. On nous parle déjà de pétitions pour la remise en question même des ligues, de certaines ligues, notamment Gawa, Bobo Dioulasso, où il y a quand même pas mal de problèmes. Oui, c'est aussi une stratégie, parce que là aussi, il faut aussi dire que le parrainage, ce n'est pas le parrainage du président de la Ligue, hein, c'est le parrainage de la Ligue. En ce moment, ça dit que pour donner le parrainage, il faut une rencontre entre les membres de la Ligue. Et les membres de la Ligue, au besoin, peuvent peut-être faire un vote pour voir à qui nous allons attribuer notre parrainage. Mais à ce qu'il paraît, ce sont les présidents eux-mêmes qui décident. Et je crois que c'est ça qui crée un peu les problèmes au niveau des ligues. Et c'est ça qui crée toutes ces crises-là qu'on constate à Gawa et à Bobo Dioulasso. Ok, merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo. Élection à la Fédération burkinabé de football, élection également à la Fédération ivoirienne de football et dans la course à la maison de verre de Trècheville, l'ex-international et capitaine des éléphants, Didier Drogba, s'est vu refuser le parrainage de ses pairs de l'association des footballeurs ivoiriens. Jusque-là, pas de parrainage donc, pour Didier Drogba dans la course à la présence de la FIFA. On va retrouver notre confrère Magloire Diop, consultant à la RTI, ancien président de l'UNPSI, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, en direct d'Abidjan. Bonsoir Magloire. Bonsoir Jérôme. Alors, le refus de la FI est-il la fin du rêve pour Didier Drogba? Bon, disons que la FI est l'un des groupements d'intérêt membres de la FIFA qui a décidé d'accorder son parrainage au candidat Idriss Diallo, selon un communiqué signé de son secrétaire général Aruna Dendan. Donc, il y a 5 groupements d'intérêt. La FI a décidé d'accorder le parrainage à Idriss Diallo. Et il y a 3 autres groupements d'intérêt qui se sont déjà prononcés. Il y a celui des entraîneurs
qui s'est prononcé en faveur du même candidat Idriss Diallo, qui compte donc 2 parrainages. Et il y a également l'amicale des arbitres et l'union des anciens footballeurs qui, eux, ont décidé de parrainer Sori Diabaté. Donc, comme on le constate, Didier Drogba n'a pas encore de parrainage et il ne reste que l'association des médecins du football qui n'a pas encore communiqué son choix. C'est donc sur cette association que repose l'espoir pour Didier Drogba d'avoir le parrainage d'un groupement d'intérêt. Mais là encore, le légendaire buteur des éléphants ne serait pas au bout de ses peines, si on peut dire, Jérôme, puisqu'il doit avoir aussi le parrainage de 3 clubs de Ligue 1. Or, à ce niveau, aucun club de Ligue 1 ne s'est encore affiché pour lui, même si son staff prétend avoir bouclé les parrainages à ce niveau. Oui, Jérôme, le rêve de Didier Drogba n'est pas encore brisé, mais il est fortement compromis. Le dépôt des dossiers, je termine par là, le dépôt des dossiers de candidature s'est ouvert ce lundi et les prétendants ont jusqu'au 31 juillet pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale. Alors, est-ce vrai que l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, qui s'était prononcé, un des 5 groupements d'intérêt, donc qui s'était prononcé en faveur de Sori Diabaté, je crois bien, oui, a reconsidéré sa position? En disant que c'est plutôt ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut le dire, c'est plutôt l'action d'un groupe d'arbitres dissidents du bureau exécutif qui ont tenu une réunion ce jour pour destituer le bureau, pour décider de la tenue d'une assemblée générale élective prochainement et procéder à un nouveau vote pour désigner le candidat à parrainer. Leur choix s'est porté sur Didier Drogba. Mais disons, le hic, c'est que cette action des dissidents ne repose sur aucune base légale. Ce groupe n'est pas reconnu par la fédération. Et pour ce qui est de la commission électorale, elle ne peut que recevoir les dossiers de candidature et aucun autre document. Donc cette action des arbitres dissidents est objectivement vouée à l'échec. Alors on est à 3 parrainages pour Sori Diabaté, c'est bien ça? 2 parrainages. 2 parrainages, pardon, puisque les médecins ne sont pas encore prononcés, et 2 également pour Idriss Diallo. Voilà. Est-ce que quand on regarde un peu le choix opéré par les groupements d'intérêt, est-ce qu'on peut entrevoir déjà une issue de cette élection à la FIF? Jérôme, je dirais que le parrainage des groupements d'intérêt est essentiel parmi les critères d'éligibilité. C'est à ce niveau que se limite l'importance de l'action. Maintenant, pour ce qui est de l'élection proprement dite, les groupements d'intérêt ne pèsent que 5 voix sur 133. Donc, dans les urnes, leur choix ne saurait être déterminant. Voilà. Donc, c'est à ce stade-là, au stade des parrainages, que tout le monde leur fait la cour, qui sont très importants. Mais une fois qu'on arrivera à l'étape des urnes, il ne pèse que 5 voix sur 133. Merci donc Magloire Diop, vous êtes journaliste ivoirien, consultant chez notre confrère, ou du moins consoeur, la RTI. C'est ça. Merci et bonne soirée à Abidjan. Au revoir Diop. Après Bertrand Kaboré et Maurice Sanou, nous vous proposons aujourd'hui le programme de Amadou Traoré articulé autour d'une action vitale. Le programme avait déjà été donné, mais le candidat lui-même revient dans les détails dans cet entretien qu'il nous a accordé hier dimanche. Faire en sorte que tous les acteurs du football se sentent concernés par la gestion de la Fédération burkinabé de football. Et si vous avez bien lu, effectivement, il y a un certain nombre de points que nous développons dans l'amélioration de la gouvernance au niveau de la Fédération burkinabé de football. Les points les plus saillants de cette partie de notre programme, c'est la mise en place de nouveaux cadres de concertation que nous appelons de tout le vœu, ce que nous appelons par exemple la conférence des présidents des clubs, les concertations périodiques des présidents des ligues régionales. Alors c'est un certain nombre d'acteurs
qui ont été mis en marge, n'est-ce pas, de la gestion de la Fédération burkinabé de football. Et je passe sous silence, bien sûr, la malgouvernance, mais ça, tout le monde le voit, mais c'est surtout faire en sorte que tout le monde se sent concerné, tous les acteurs se sentent concernés par, n'est-ce pas, la gestion de la Fédération burkinabé de football. Il y a des maillons qui sont absents dans la configuration de ce que nous voyons comme organe participatif au niveau donc, de la gestion du football au niveau national. Les principales activités retenues à ce niveau-là sont la dynamisation des ligues de football féminin et de jeunes. C'est l'appui aux acteurs pour l'acquisition d'outils digitaux de gestion des clubs, des joueurs et de la communication. Le renforcement des compétences pour une meilleure gestion des infrastructures et équipements acquis ou à acquérir. Le renforcement de la communication de la Fédération burkinabé de football à travers l'adoption d'outils digitaux et modernes de communication. Le renforcement des compétences techniques et managériales des acteurs. La formation des anciens joueurs, des arbitres, des entraîneurs, des dirigeants et tout autre acteur qui le souhaite pour une reconversion dans la vie active. Donc c'est un ensemble de points. Et évidemment, il y a aussi la dynamiser les compétitions, les clubs et les nouveaux métiers de football. Bon, là-dessus, on peut parler d'organisation de compétitions nationales dans les délais et dans un esprit de fair play, qui constitue le cadre d'épanouissement et de révélation des talents. Il y a l'organisation des matchs internationaux au Burkina, mais il y a surtout la formulation d'un projet de développement du football féminin et la négociation des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. L'organisation du football féminin vraiment laisse à désirer, malgré bien sûr les moyens mis par les organes internationaux pour développer ce secteur. Il faut organiser ce qu'on appelle la ligue professionnelle pour permettre effectivement d'organiser un vrai championnat national aussi. Parce que comme je vous dis, le championnat national tel qu'il est joué aujourd'hui est joué entre Ouaga, Bobo, après on ajoute Koudou, ou bien on enlève Koudou, on met Banfora, ou bien on enlève Banfora, on met Ouiga. Bon, vraiment, ce n'est pas un championnat national. Nous pensons qu'il faut travailler dans le temps pour faire en sorte que toutes les régions se sentent concernées par le championnat national. C'est dans ce sens que nous pensons à effectivement développer, à faire en sorte qu'il y ait effectivement une ligue professionnelle qui va constituer peut-être 8 clubs maximum. Mais ça demande un travail de base. Il faut préparer. Pour préparer, et préparer comment? En faisant d'abord des compétitions au niveau régional. Ce qu'on appelle la coupe des ligues. Chaque ligue, il y a 13 ligues, chaque région doit pouvoir organiser des compétitions de toutes les catégories, n'est-ce pas, pour pouvoir après avoir ce qu'on appelle l'équipe régionale. Et bien sûr, ça demande aussi une gestion rigoureuse de ce qu'on a. Voilà, ce qu'on arrive à obtenir, il faut que cette gestion-là soit une gestion vraiment clean, rigoureuse, de façon à ce qu'on évite les gaspillages que l'on voit ici et là, à travers beaucoup de choses que nous n'allons pas dénoncer encore ici, quoi. Voilà. Développer d'autres mécanismes comme le mécénat, le naming. Ce n'est pas seulement au Burkina qu'il faut aller chercher l'argent, il y a de l'argent partout qu'on peut aller chercher. Nous avons déjà des contacts qui sont là et des partenaires qui sont prêts effectivement à nous accompagner nos ligues, accompagner nos ligues. Mais bon, il y a des systèmes de partenariat que nous allons développer. Nous ne voulons pas déjà parler de ce système-là parce que à chaque fois qu'on fait des propositions à ces dirigeants-là, ils disent ouais, on avait déjà eu l'idée, d'ailleurs même on était en train de vouloir le faire, voilà pourquoi. Donc c'est pourquoi nous ne dévalons pas nos idées. Nous avons vraiment des chances de pouvoir mettre en place un fonds de soutien aux anciens joueurs. On a déjà nos idées là-dessus. Parfois il suffit seulement de se donner un peu de peine pour trouver des solutions. Je dis toujours aux gens, lorsque la personne dit le ministère n'a pas encore viré, voilà pourquoi on est en retard. Nous avons des accords avec le ministère pour nous virer 20 millions par an pour chaque club de première division. Tous les 3 mois, ils vont virer 2 millions, 6 millions pour les clubs. Il suffit d'aller rencontrer n'importe quelle banque pour dire nous attendons un virement, nous voulons
nous allons mettre en accord un genre de sponsoring pour que vous nous avancez, n'est-ce pas, les 3 mois pour qu'on donne au club. Et nous allons communiquer, n'est-ce pas, sur tel produit bancaire de votre banque pendant une période et que ces virements-là, ou du moins ces avances qui sont faites, ne soient pas grevées, n'est-ce pas, d'agio ou d'intérêt bancaire. Ça se négocie. Et donc, bon, ce sont des petites subtilités quand même qu'on peut développer, hein, n'est-ce pas, pour faciliter, n'est-ce pas, certains clubs, ou du moins les clubs. Il y en a plein que nous pouvons développer pour améliorer, n'est-ce pas, les conditions d'obtention de fonds au niveau des différents clubs. Vous imaginez qu'on part jouer un match de football à Kourou et on n'a pas de terrain digne de ce nom-là pour jouer un match de football. Donc ça, c'est des choses qu'il faut quand même que nous puissions revoir et perfectionner. Et puis, un point qui est la finalisation du projet de construction du nouveau siège. Donc, bon, ça c'est construction d'un hôtel des étalons, dotation de 13 ligues régionales de siège, parce que quand même la Ligue du Centre n'avait pas de siège, la Ligue de Bobo n'a pas de siège. Bon, c'est inadmissible. J'entends dire non, ce n'est pas le rôle de la fédération de construire des terrains, c'est pas le... mais la fédération doit développer, n'est-ce pas, des initiatives avec ses partenaires et avec aussi d'autres partenaires qui sont prêts effectivement à nous appuyer, à nous accompagner dans la recherche de financement, dans la recherche des infrastructures et tout ça. Donc je pense qu'on peut le faire. Renforcer les équipements aussi de football, acquisition d'outils de gestion de football, leur mise à la disposition des clubs. Bon, il y a des clubs, et comme vous voyez, hein, qui ont vraiment parfois des difficultés même pour se déplacer, pour aller jouer un match de football, tout ça. Bon, il faut accompagner les clubs. Et puis, acquisition et mise à disposition des clubs, de ballons, de maillots de très bonne qualité, formulation de projets d'acquisition, d'équipements en faveur du football et négociation de financement nécessaire à atteindre ces objectifs. Nous savons très bien qu'on a des partenaires au niveau national, hein, des sociétés minières, des sociétés qui travaillent dans la téléphonie ou tout ça. Bon, nous pensons qu'on peut développer ces genres de relations. On peut les développer, on peut les améliorer. Bon, et puis, ça dépend des approches, des produits qu'on offre, n'est-ce pas, à ces sociétés-là. Dans le cadre des relations de partenariat entre notre pays et puis d'autres pays, nous pouvons rencontrer quand même les autorités pour qu'à chaque fois qu'il y ait des missions gouvernementales dans certains pays, qu'on puisse demander aux autorités de permettre effectivement que la fédération puisse envoyer quelqu'un lors de ces missions-là pour négocier, n'est-ce pas, des partenariats. Comme ça se fait avec les hommes d'affaires, ça peut se faire aussi avec les footballeurs, avec la Fédération burkinabé de football. Parce qu'effectivement, à chaque fois que le président va dans un pays, il y a toujours des hommes d'affaires qui accompagnent, qui vont négocier des partenariats. Donc nous pouvons, dans le cas du football aussi, approcher aussi les autorités pour permettre effectivement aux acteurs de football de bénéficier de certains partenariats que notre pays engage avec les autres nations. Il y a des pays comme la Chine, des pays comme le Japon, des pays comme même la France, parce que même là, on n'exploite pas suffisamment effectivement nos relations avec la France. Et nous avons aussi des personnes ressources au niveau de la Belgique à travers, n'est-ce pas, des relations que des gens qui sont avec nous, comme les maires et autres, ont pu développer effectivement en Belgique, comme Raïm qui a pu développer aussi de grandes relations aussi, on appelle ça, aux Pays-Bas. Et même, comme je le disais tout à l'heure, il y a des pays arabes, effectivement, avec qui nous sommes en contact, qui nous ont approchés parce que, voilà, il y a de grands événements qui vont se faire là-bas. Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer une mission pour déjà anticiper sur certains équipements? La coopération sud-sud là est déjà très bien négociée avec la fédération actuelle. C'est pourquoi j'ai dit que c'est toujours bien. Mais nous pouvons aller plus loin en créant au niveau de l'Afrique occidentale, n'est-ce pas, une force. Hein? Nous pouvons une union qui pourrait être une force au sein de la CAF. « 20
C'est un groupe de personnes qui comme se sont penchés sur ce programme-là. Et principalement, le maître d'œuvre, c'est vraiment le docteur Saourgo Boukari, qui est le PCA de l'EFO. Et puis, bien sûr, d'autres collaborateurs qui ont dû apporter, n'est-ce pas, leur petite contribution. C'est un travail qui a été fait pendant plus d'une année. Nous avons fait un programme inclusif et participatif qui va aller à plusieurs étapes. La première étape, c'est notre programme que nous donnons à tout le monde de regarder, de lire et d'essayer de comprendre. La deuxième étape, c'est lorsque nous serons élus. Cette étape-là est très importante. Nous allons demander à tous les acteurs d'apporter des amendements, des contributions. Et à des professionnels, à des experts, d'apporter des contributions pour que nous passions à une troisième étape, une troisième phase, qui est la rédaction d'un plan stratégique et d'un plan d'action opérationnel qui va reprendre bien sûr tous les amendements et toutes les propositions pour qu'une dernière étape, nous puissions nous asseoir tous et dire voilà ce qui a été accepté, voilà ce qui a été retenu et diffusé à tous les niveaux. Et nous allons pouvoir mesurer effectivement, c'est ce que nous appelons la mise en place d'un système de suivi-évaluation pour voir si effectivement tout ce qui a été prévu est réalisé et dans de bonnes dispositions et dans de bons timings. De façon à ce que nous puissions ensemble arrêter un programme définitif du développement de notre football. Nous allons faire toutes les 13 régions, les 13 ligues, pour rencontrer l'ensemble des ligues et des clubs. Pour leur expliquer de fond en comble, n'est-ce pas, ce programme-là. Et nous pensons qu'ils vont beaucoup adhérer. Voilà, c'était là le programme du candidat à la présidence de la FBF, Amadou Traoré, en 13 minutes chrono. Alors, Bassirou Sorgho, vous avez écouté le candidat Amadou Traoré sur ce qu'il propose pour le développement donc, du football burkinabé. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce programme-là? Non, il faut dire que ce que j'ai retenu de ce programme, c'est que c'est un programme qui s'inscrit sur 5 axes. Parmi ces 5 axes, c'est vrai qu'on a parlé des infrastructures, on a parlé aussi dans ce programme-là de la formation, du capital humain. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce programme, il faut dire qu'on n'a pas encore vu, c'est la diplomatie sportive dont il parle dans leur programme. Et je crois qu'il a abordé ça dans son intervention. Et pour ce qui concerne la diplomatie sportive, il pense que c'est un domaine dans lequel on peut mieux explorer et que si eux ils arrivaient aux affaires au niveau de la Fédération burkinabé de football, ils allaient travailler en partenariat avec l'organe dirigeant, les dirigeants du pays, pour faire partie aussi des hommes d'affaires qui voyagent souvent avec l'ordre établi pour pouvoir aller négocier aussi pour ce qui concerne la partie sportive, la partie footballistique. Donc c'est surtout ça que j'ai bien compris lorsqu'ils ont parlé. Ils ont aussi, dans leur programme, parlé aussi du fait qu'ils veulent que tout le monde soit intéressé par le football au Burkina Faso. C'est-à-dire que pour eux, personne ne sera mis de côté et qu'ils pensent que beaucoup d'acteurs n'ont pas participé à développer ce football-là jusque-là. Donc j'ai échangé aussi pendant au moins plus d'1 heure et demie avec l'un des concepteurs aussi de cette équipe de campagne, docteur Boukari Sawadogo, et qui véritablement nous a parlé en long et en large de ce programme. Et en théorie, véritablement, on n'a rien à dire avec ce programme qu'ils ont voulu smart, c'est-à-dire smart, spécifique, mesurable dans l'action, dans le temps. Et véritablement, ils pensent que scientifiquement, véritablement, c'est un programme, c'est vrai, qui est critiquable. Tout ce qui est scientifique est critiquable et tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas critiquable. Et surtout que le candidat dit que le programme il est inclusif et participatif parce que y a cette débauche-là qui est faite. Mais après, lorsqu'ils seront élus, il faut faire intervenir tout le monde pour peaufiner ce programme-là. Oui, cela montre qu'on ne vient pas pour imposer un programme, mais on fait en sorte que tous les acteurs
soient prises en compte dans le programme et dans la partie surtout opérationnelle, parce que ils ont dit qu'ils vont organiser un séminaire où ils vont inviter tous les acteurs à venir s'asseoir pour qu'ils essaient de voir un peu dans la partie opérationnelle qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas. Aussi, bon, ce que je peux peut-être déplorer, c'est le côté budget, parce que à ce niveau, c'est vraiment l'omerta, c'est vraiment, on essaie de faire créer un mythe autour de cela. Ils ont dit que non, pour le moment, ils ne peuvent pas parler de budget de ce programme-là. Et or, pour moi, quand on fait un programme, il faut quand même quantifier ce programme-là. Comment on va mobiliser les ressources et combien on a besoin pour pouvoir réaliser donc ce programme. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut peut-être essayer de voir si ils sont réalistes ou pas par rapport donc à ce qu'ils ont dit. Mais à ce niveau-là, ils ont dit non, qu'ils vont d'abord aller aux élections. S'ils gagnent, ils vont maintenant voir d'abord ce que la fédération a comme ressources, et puis en fonction de eux aussi leur capacité de mobilisation des ressources, et maintenant définir un budget par rapport au programme. Ça me gêne personnellement, parce que pour moi, ils auraient dû avoir un budget pour ce programme-là. Maintenant, après, s'ils arrivent, puisqu'ils parlent d'un programme participatif, en ce moment, ils vont maintenant réajuster les choses en fonction des réalités du moment. Alors, pour pouvoir mettre ce programme-là en œuvre, il faut déjà être élu. Amadou Traoré affirme haut et fort qu'il a déjà les 2 parrainages. On sait qu'on a vu à la conférence de presse ce matin, et puis depuis un certain temps, on voit qu'il y a un groupe de 5 qui est en train de se créer. Est-ce que finalement, quand vous regardez avec la question des parrainages, est-ce que finalement, c'est pas autour de Amadou quand on regarde les autres candidats? Oui, on pourrait y penser, mais vous savez, c'est très difficile en ce moment-ci de lire l'avenir, parce que la Fédération de football, avec ce nouveau code, me paraît être un feuilleton. Et chaque fois que nous avançons, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est ce qui nous empêche d'affirmer en ce moment-ci. Mais ce qui pourrait arriver, c'est que si les autres n'arrivaient pas à avoir un parrainage, parce que j'ai cru comprendre que dans un délai très bref, les gens seront obligés de déposer leur dossier de candidature, et qui commence le 22. Alors, Finit le 22. Qui finit le 22, voilà. Bien sûr, à 17h. À 17h, à la fin de cet instant, il va falloir dire que si les uns et les autres n'ont pas pu déposer, et qu'il y a un seul candidat, certainement dans le groupe des 5 qui a pu déposer, naturellement, j'ose croire que tout le monde va se coaliser autour de ce candidat unique pour aller aux élections. Sinon, comment ils feront? La politique de la chaise vide va-t-elle payer? C'est cette question qu'on pourrait se poser. C'est vrai que Bertrand Kabouré aussi l'a dit, il y a quelques temps que lui aussi il avait le parrainage. Ah oui, il a dit, et il continue de clamer haut et fort qu'il a les parrainages. Mais finalement, cette question de parrainage qui risque de laisser des candidats sur le carreau, on l'a entendu avec Magloire Diop également en Côte d'Ivoire, la question du parrainage pose problème. Finalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution à cette épine-là que les candidats, les potentiels candidats traînent donc à leur pied? Oui, parce que même à la conférence de presse du groupe des 5 aujourd'hui, Abdul Karim Baguian Dilota a proposé qu'on ne parle plus de parrainage, puisqu'il y a 13 ligues et qu'il y a 6 candidats. Pour lui, il faut distribuer, c'est comme ça, je résume un peu son idée, distribuer les parrainages à chaque candidat. Et là, comme ça, chacun a 2 parrainages. Et puis bon, le reste, ils vont aller à la compétition. Et que le meilleur gagne. On oblige certaines ligues à parrainer des candidats? Bon, je crois qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que je dis que les règles du jeu ont été déjà, en tout cas, mises en place depuis... Comme l'a dit Bassourou à l'Assemblée générale. Oui, donc on ne peut pas revenir là-dessus. C'est en Assemblée générale qu'il faut déjà discuter de ces questions-là et essayer de voir qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas. Et je crois que si vous arrivez, en tout cas, à décider de certaines choses, aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais je crois que cette question de parrainage, là, va beaucoup plus diviser. Ça va diviser, quel que soit le vainqueur, le 22 août
août prochain. Et je crois que ce vainqueur-là aura du mal à rassembler, aura du mal à agir avec tout le monde. Même en Côte d'Ivoire, vous voyez la situation. Cette question de parrainage va diviser les groupements d'intérêts, que ce soit au niveau des arbitres, que ce soit au niveau des anciens footballeurs, que ce soit au niveau des footballeurs de Côte d'Ivoire. Et même des fans de foot. Oui, ça divise, ça divise. D'un monsieur comme Didier Drogba. Ah, bien sûr. Voilà, Amadou Traoré qui a parlé d'une vision nouvelle pour le football burkinabé. Un autre monsieur, lui, il est carrément dans un ordre sportif nouveau, nouvel ordre sportif. Donc, on retrouve le fondateur du centre IFA Matruku depuis Bobo Dioulasso. Bonsoir, monsieur Sanou. Oui, bonsoir, monsieur Kendrevenko. Alors, vous parlez d'un nouvel ordre sportif dans une lettre ouverte que vous avez adressée au Premier ministre la semaine dernière. Que renferme ce concept de nouvel ordre sportif? Ben, merci. Un ordre sportif, c'est un ordre géopolitique. Autrement dit, c'est un désir d'ordre qui s'appuie sur la géographie d'un pays. Il faut que les gens retiennent que le sport va au-delà des activités physiques, des compétitions et autres. Le sport, en utilisant le mouvement pour favoriser le contact avec autrui, se présente dans un pays comme étant l'interaction de plusieurs États, dont le politique, l'économie, le scientifique, le culturel et les libertés publiques. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai adressé la lettre au Premier ministre et non au ministre des Sports. L'ordre sportif aussi implique l'animation dans le sens de l'intensification de la structuration de la pratique, dans le sens de l'application des formes efficaces de gestion, d'organisation et de stimulation au travail. Donc voilà ce que renferme le concept de l'ordre sportif. Alors, c'est une vision holistique du sport que vous avancez, mais concrètement, dans notre contexte burkinabé, comment peut se faire la mise en œuvre? Ben, disons que l'ordre actuel, sportif burkinabé actuel, du plan de vue géographique, s'arrête au niveau des provinces. Alors qu'en bas, nous avons les communes, les secteurs, les villages qui se trouvent exclus. Et même dans l'animation, vous voyez que dans les provinces, on exige qu'il faut avoir un certain nombre de clubs pour pouvoir mettre en place un district. Et vous convenez avec moi, chaque structure qui s'occupe de l'animation, c'est difficile de développer la discipline. Sans structure, qui va animer, qui va développer la discipline sportive? Donc, du coup, il y a une grande partie du Burkina qui se trouve exclue. Et je résume très souvent en disant que entre un enfant qui est dans un village reculé de l'Est, il n'y a pas de liste avec les étalons dans toutes les disciplines sportives du Burkina. Voilà. Alors, on revient au football et à l'actualité, la fièvre électorale actuellement. Quelle lecture vous en faites? Bon, disons une lecture simple, parce que je peux résumer en disant que c'est une crise de croissance. Vous savez, il y a 20 ans de cela, les gens ne se bousculaient pas pour être président de fédération, parce que c'était des problèmes que tu gérais. Maintenant, notre football s'est développé avec l'appui de la FIFA et de la CAF. Il y a quand même un peu d'argent à gérer. Et malheureusement, avec cette croissance-là, nous sommes toujours restés au niveau de la compétence individuelle. En croyant qu'il y a un défi, et du moins que c'est un défi qui développe notre football. Voilà, nous n'avons pas su anticiper. Et donc, il faut que cette agitation-là nous interpelle pour mettre en place une compétence systémique.
je dis bien une compétence systémique, où on ne dira plus c'est un tel qui a fait, c'est un tel qui a fait, on dira c'est le football burkinabé qui a produit. Regardez, la France est équipe championne. Mais si vous demandez à 20 personnes, disons même 100 burkinabés, quel est le nom du président de la Fédération française du football? Pourtant, ils sont tout le temps canal là. Ils ne pourront pas vous dire. Mais on dit le football français a une bonne formation, ils forment bien les encadreurs, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, l'autre lecture aussi que je fais, je me dis que il y a, j'allais dire, la transposition des querelles d'ego, des amitiés, voilà, amplifiées par des opportunistes de tous bords. Vous savez ce qui se discute actuellement là. Le colonel Sida était l'ami de Yak. Amado a été conseiller de Sida. Bertrand a été SG de Sida. Laurent Blaise a été vice-président de Sida. Donc, c'est des amitiés avec les opportunistes d'aujourd'hui là qui semblent, j'allais dire, polluer notre environnement. Mais maintenant, il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils s'entendent, ou bien en principe, normalement, les sportifs doivent prendre leurs responsabilités. Voilà. On espère qu'on ne va pas arriver à un blocage ou à une crise post-électorale. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Sanou Famoso, depuis Bobo Dioulasso. Merci à vous aussi. On remonte le temps pour revivre une CAN cauchemardesque pour les étalons. CAN Guinée équatoriale 2015, c'est dans notre rubrique Flashback. Trois matchs, 2 défaites, 1 point. Les étalons vice-champions d'Afrique sortant sortent la tête basse avant-dernier de la CAN 2015. On revoit le parcours chaotique des étalons avec Jean-Modeste Ouedraogo qui était l'un de nos envoyés spéciaux en Guinée équatoriale. C'est dans la peau du vice-champion d'Afrique que les étalons de Burkina Faso foulent le sol équato-guinéen. En l'absence du Nigeria, champion en titre, le Burkina Faso endosse le costume des favoris pour la première fois de son histoire. Logé dans le groupe A, en compagnie de la Guinée équatoriale, pays organisateur, du Gabon et du Congo-Brazzaville, les étalons très attendus à cette 30e CAN avaient des ambitions clairement affichées. Ramener le trophée à Ouagadougou. Mais à l'épreuve du terrain, l'espoir fait place au doute. Les Panthères du Gabon, amenés par un Pierre-Emerick Aubameyang, ramènent les étalons sur terre. Les Panthères du Gabon. C'est la Guinée équatoriale qui l'organise et avec cette action intéressante. Charles Kaboré, ses coéquipiers, essuie un sanglant, 2-0. L'entame de la compétition tourne mal. Les étalons viennent de perdre face à un concurrent direct. Faux pas interdit donc devant le Nizalang national. Paul Put, conscient de l'enjeu, effectue quelques réglages. Mais l'attaque burkinabé manque de baraka. Et le match se solde sur un score de 0-0. Attention, pourquoi pas sur cette action, la reprise encore une fois sur le poteau. Oh, quelle occasion, quelle action des Burkinabés. Certes, les chances de qualification pour le second tour sont compromises, mais ce nul entretient un mince espoir. Devant les Diables Rouges du Congo, le match de la dernière chance. Les Diables Rouges du Congo et le chef d'orchestre, le sorcier blanc, Claude Leroy, enterrent définitivement les espoirs burkinabés. Doré qui va tenter sa solution, Doré qui lève la tête, Doré dans cette phase de réparation, l'ouverture du score. Yves Bifouma et Prince Onyangé, plus incisifs, renvoient les étalons au bercail. 2-1, c'est le score final. L'unique réalisation burkinabé est signée Aristide Bansé. Arrivés en héros en Guinée équatoriale, les étalons de Burkina Faso retombent dans leur travers et retournent à la maison, la queue entre les jambes. Sans vergogne, Oui, débâcle du côté de la Guinée équatoriale en 2015 pour les étalons qui étaient alors vice-champions d'Afrique. Bassirou Sogo,
comment on peut expliquer cette évolution en dents de scie des étalons en phase finale? Quand on sort d'une débâcle en 2012, on va en 2013, on sort vice-champion, on revient avant-dernier en 2015. Non, il faut dire que pour ce qui concerne 2015, je pense que nous étions en Guinée équatoriale avec Jean-Modeste Ouedraogo qui est là. Je crois que le véritable problème de la Guinée équatoriale pour cette débâcle était dû au fait qu'on a voulu aller en compétition en Guinée équatoriale avec les acquis de 2013, c'est-à-dire la demi-finale. Alors que le football de haut niveau, c'est un football qui se joue dans le temps et dans le présent. C'est-à-dire que c'est les joueurs en forme du moment qu'on sélectionne pour une équipe nationale. Alors que lorsque nous partions pour la Guinée équatoriale, je ne pense pas qu'on ait amené les meilleurs du moment. Parce que quand on est arrivé en Guinée équatoriale, j'y étais, on avait échangé avec quelques techniciens qui étaient même dans l'encadrement technique. Je crois qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 joueurs qui étaient en forme pour disputer une CAN. C'était Bertrand Traoré qui était en forme, c'était Abdoulazak Traoré et c'était Aristide Bansé. C'est vrai, Jean-Modeste Ouedraogo, vous êtes allé même parce que la préparation s'est faite en Afrique du Sud. On est reparti sur les traces de Nel Sprit, voilà, où on avait réussi pour préparer. Vous avez senti ça, qu'il n'y avait pas suffisamment de qualité dans cette équipe-là? Non, il faut reconnaître qu'après la CAN 2013, les étalons, en tout cas la majorité des étalons, certains ont changé de club. Ils sont allés dans des championnats exotiques parfois. Jonathan Puitra, pas sorti meilleur de la CAN 2013, est allé signer aux Émirats. Charles Kabouré est allé en Russie. Et Bakary Koné, qui était titulaire à Lyon, a commencé à perdre sa place. C'était difficile pour lui. C'était aussi difficile pour certains cadres de l'équipe. Et donc, nous sommes allés à cette CAN-là avec des joueurs diminués. Ils n'étaient pas en forme. C'est vrai qu'en 2013, c'était les meilleurs, mais on est reparti avec en 2015, espérant qu'on pouvait créer l'exploit. On n'a pas pu créer l'exploit. Oui, il faut reconnaître aussi que cette équipe-là des étalons est arrivée aussi en Guinée équatoriale un peu sur les nuages. Parce que fort donc du succès de 2013, il y avait beaucoup plus d'ambition. Parce que le peuple aussi attendait que, bon, parce que quand vous avez été vice-champion, ce qui reste, c'est quoi? C'est la coupe. Donc, même dans la tête des joueurs, ils se disaient que tout était possible. Toutes les interviews que j'ai eu à faire avec les joueurs lors de la préparation, ils ont dit que cette coupe-là peut venir à Ouagadougou. Parce qu'ils se disaient que, bon, avec les mêmes éléments, à quelques exceptions près, en tout cas, il n'y a pas de raison que la coupe ne vienne pas. Et je crois qu'ils ont été vite déchantés. Et cela aussi peut expliquer un peu la contre-performance des étalons. Alors, après 2015, 2017, les étalons sont remontés encore. Mais de cela, il sera question dans une autre édition d'Intégral Foot. On ouvre la page internationale de cet Intégral Foot pour prendre des nouvelles du football européen tout à l'heure. C'est fini pour la Liga espagnole et on connaît les représentants donc espagnols en Champions League 2020-2021 en Angleterre. Chelsea et Arsenal se sont qualifiés pour la finale de la FA Cup. Alain Didier comparé pour le tour. En Espagne, déjà plié depuis l'avant-dernière journée, la Ligue a joué sa 38e et dernière journée ce week-end. Le champion, le Real Madrid, lors de son ultime match de la saison, a concédé le nul 2 buts partout contre Leganés. D'abord sur une tête de son capitaine Ramos, les merengues ouvrent le score, mais Brian égalise juste avant d'aller à la pause. Le Real reprend l'avantage par Asensio avant que Assalé parvient à revenir au score. 2-2 à la fin du match. Un nul, synonyme de relégation pour Leganés. Pendant ce temps, le champion sortant, le FC Barcelone, se baladait à Alaves 5-0. Les buts sont signés Ansu Fati, Suarez, Semedo et un doublé de Lionel Messi. Parlant de Lionel Messi, les Blaugrana peuvent se consoler avec le titre de Pichichi de la saison. 25 buts et 21 passes décisives pour le capitaine de Barcelone. Il devance Karim Benzema de 4 buts. Au terme du championnat, l'Espagnol, Barcelone, Mallorca et Leganés sont relégués en D2. Le Real Madrid, le Barça, l'Atlético Madrid et Séville joueront la Ligue des Champions
alors que Villarreal, le Real Sociedad et Grenade représenteront l'Espagne en C3. En Angleterre, on jouait les demi-finales de la FA Cup. La sensation est venue d'Emirates Stadium où l'élève a battu son maître. En effet, au terme d'un match, Arsenal est venu à bout de Man City 2-0. Un doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui qualifie les Gunners pour la finale. Chelsea également en finale de la FA Cup. Les Blues se sont imposés 3-1 à Wembley devant Manchester United. Oliver Giroud, Mason Mount, Harry Maguire contre son camp sont les buteurs des Londoniens avant que Fernando ne réduise le score pour les Red Devils. 3-1, score final. En France, les deux représentants du pays, toujours en lice pour la Ligue des Champions, continuent leur préparation. Ainsi, en match amical, le PSG a fait une promenade de santé pour son retour au Parc des Princes en laminant Beveren 7-0 vendredi dernier. Lyon, quant à lui, dans son match qui l'opposait à Celtic Glasgow, s'est imposé 2-1. Les buts des Goals ont été inscrits par Moussa Dembélé et Memphis Depay. Voilà, et en Serie A, à l'occasion de la 34e journée, la Juve vient de battre la Lazio de Rome sur le score de 2-1, un doublé de Cristiano Ronaldo côté Juve et un but donc de Ciro Immobile pour la Lazio. Alors, messieurs, sur ce plateau, on voit que les championnats européens, malgré le contexte sanitaire, se plient tranquillement. Oui, c'est vrai, ça se plie tranquillement, comme vous le dites. Je pense que ce sont les grands championnats qui ont pu résister véritablement cette année, on l'aurait bien compris. Ce sont des championnats qui sont organisés véritablement au bout du suspense, mais avec toute l'organisation pointue possible pour pouvoir résister à cette maladie et qui a mis au pilori tout le monde entier. Mais je pense que c'est en regardant ce type de championnat qu'on pourra peut-être comprendre comment réorganiser les championnats qui sont en train de grandir aussi pour atteindre un championnat abouti et résister à n'importe quel problème dans le monde. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, finalement, ceux qui ont eu le flair de vouloir continuer après le Covid ont eu raison, on va dire. Non, je suis d'accord avec vous. Il faut reconnaître que les Européens ont plus de moyens pour, en tout cas, circonscrire un peu cette maladie-là à l'échelle des stades. On voit des pays comme la France qui... Oui, non, à ce niveau, je pense que la France, il y a eu trop de passion autour de la question, parce que je sais que Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, avait déjà dit qu'on pouvait jouer. C'était le champ de la continuité. Bien sûr, lui, il voulait qu'on continue, parce qu'il y avait la Ligue des Champions qui allait reprendre, donc il fallait qu'il y ait de la compétition pour permettre au club français représentant donc... on l'a vu sur le reportage d'Alain Didier Comparé, ils sont en train de jouer des matchs amicaux. Oui, mais ça ne suffit pas, parce que les clubs qui ont joué leur championnat jusqu'au bout sont plus en jambes, parce que la compétition est différente des matchs amicaux. Et je crois qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets par rapport donc, à la proposition de Jean-Michel Aulas, qui n'a pas été vraiment soutenu par le Paris Saint-Germain, et, voilà, et d'autres clubs qui n'avaient pas intérêt à ce qu'on reprenne. Quand vous prenez Marseille, par exemple, Marseille n'avait pas intérêt à ce qu'on reprenne parce que Marseille avait sa deuxième place, en tout cas, acquise. Donc, bon, si on s'arrête là, ça rend Marseille. Et par contre, Lyon aussi n'était pas bien logé. Donc, les gens voyaient en la proposition de Aulas une façon de pouvoir se rattraper parce que Lyon avait le risque de ne pas jouer une compétition européenne l'année prochaine. Toujours est-il que Lyon joue une finale. Et si Lyon remporte cette finale-là, Lyon pourra jouer au moins l'Europa League. Alors, vous l'avez brossé, la Champions League européenne qui reprend le 7 août. Et malgré tout, il n'y aura pas de Ballon d'Or 2020, France Football donc 2020, à cause du Covid-19. Est-ce que vous comprenez cette décision-là? Oui, ça se comprend, d'autant plus que, vous savez, certains ont arrêté leur championnat, d'autres continuent. Dans ce mini-malo, vaut mieux l'annuler et amener tout le monde sur le même pied. Sinon, comment on va attribuer
véritablement pour certains qui ont arrêté leur championnat, d'autres continuent. Ça sera difficile pour tous les observateurs, de mon point de vue, de désigner objectivement le meilleur joueur quand la compétition n'est pas à terme partout. Donc je crois que dans la logique, je pense qu'ils ont respecté l'esprit du trophée. Et je pense que ça marque aussi le temps que 2020 n'a pas été n'importe quelle année avec cette maladie, il faut le dire, qui a arrêté tout à un moment donné. Vous êtes d'accord pour cette forme d'égalité-là? Oui, bien sûr. J'ai de la peine pour un joueur comme Cristiano Ronaldo qui se battait bec et ongle pour pouvoir attraper son alter ego, son rival de tout le temps, tous les temps, Lionel Messi. Il voulait son 6e ballon d'or, Cristiano Ronaldo. Il compile les buts, même ce soir encore. Mais bon, c'est dommage pour lui parce que je crois que la raison avancée tient. Quand vous prenez un joueur comme Mbappé, il n'est pas allé à terme de son championnat. On ne peut pas quantifier ou mesurer l'impact de ce garçon-là dans le championnat français. Et par contre, la Ligue des Champions continue, mais bon, c'est compliqué. Regrettable pour pas mal de joueurs. C'est ici que voilà Lewandowski donc du côté du Bayern Munich. C'est ici que prend fin votre intégral foot numéro 12. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonsoir.